Merci beaucoup pour votre invitation. Merci d'être là pour ceux qui sont présents. Et merci Vanessa, vraiment, parce que j'ai trouvé que ton intervention était particulièrement intéressante, claire, et je trouve que c'est très complémentaire avec ce que je vais vous proposer ce matin. Donc ça me fait vraiment plaisir de partager ça avec toi. Donc vous m'avez invité à parler d'autorité. Alors moi je ne parle pas d'autorité, je parle de relation d'autorité plus particulièrement, et du lien de cette relation d'autorité avec la relation de confiance. Alors au premier regard, cette association entre autorité et confiance, ça peut sembler peut-être un peu baroque, un peu incongru, entre ces termes qui peuvent a priori sembler un petit peu contradictoires. Pourtant, de mon point de vue, il n'en est rien, bien au contraire. Et mon objectif, justement, ce matin, ça va être de vous convaincre de l'intérêt de penser la relation d'autorité avec la relation de confiance. Et pour ce faire, je vais vous présenter quelques résultats de mon travail de thèse, qui est donc un travail de recherche et qui s'est appuyé sur une enquête également de terrain. Je vais en parler dans un instant. Alors, vous êtes, enseignant peut-être, futur enseignant, sans doute, pour certains, CPE peut-être, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, vous êtes des éducateurs et votre métier vous confronte, que vous le vouliez ou non, à l'exercice de l'autorité. Et justement, cet exercice de l'autorité, c'est pas quelque chose qui est facile de prime abord. Ça peut poser des questions, ça peut être des questions pratiques, ça peut être aussi, on l'a vu ce matin, des questions éthiques même. Ça pose parfois des difficultés. En tout cas, c'est une question qui, je le sais, peut angoisser dans la perspective d'un futur proche, où il va falloir faire autorité, quoi qu'il en soit. Et pourtant, ce qu'on vous dit, si vous êtes étudiant, bien souvent, c'est qu'il n'y a pas de recette. Alors oui, ce matin, je vais vous parler d'autorité, de relation d'autorité un peu. Je vais vous parler de confiance, beaucoup, parce que ce qui m'a amené à faire ce travail de recherche, c'est le besoin de comprendre. Alors de comprendre pourquoi un élève obéit, quand il obéit, et en miroir, donc, et bien évidemment, pourquoi un élève, pourquoi des élèves, parfois, n'obéissent pas. C'est-à-dire que j'ai essayé de comprendre en fait, le processus relationnel qui est en jeu, qui est en marche lorsqu'il y a une relation d'autorité entre un enseignant et des élèves. Alors, pour resituer, en 2019, j'ai soutenu ma thèse qui s'intitule « La relation d'autorité éducative au prisme de la confiance », avec cette idée de départ d'essayer de clarifier, c'est-à-dire de définir ce concept un peu nébuleux, un peu obscur d'autorité, tout simplement, et d'essayer de comprendre, en fait, ce qu'est finalement une relation d'autorité éducative, alors ordinaire, c'est-à-dire pas lorsque c'est dans un cadre particulier, par exemple de pédagogie institutionnelle ou de choses comme ça un peu très spécifiques, mais une relation d'autorité éducative ordinaire avec des enseignants ordinaires, des élèves ordinaires, comment ça fonctionne. Voilà. Donc pour faire ce travail de recherche, j'ai fait une enquête de terrain, c'est-à-dire que j'ai suivi pendant 1 an 3 classes de cycle 3. Donc j'ai enquêté auprès d'enseignants qui étaient 2 hommes et une femme qui avaient tous entre 8 et 10 ans d'ancienneté, avec cette idée que je voulais pas interroger des néo-titulaires qui peut-être étaient encore en recherche de leur posture d'autorité, mais que je voulais pas non plus avoir des personnes trop aguerries, trop expérimentées, peut-être trop fatiguées par la relation éducative et le métier. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allée dans ces classes, j'ai fait des observations pendant 1 an, pendant toute une année scolaire, c'est-à-dire que je suis venue depuis le premier jour et puis je suis restée avec eux, je suis venue plusieurs fois dans chacune des classes jusqu'au dernier jour de l'école. Et puis surtout, je les ai interrogés, donc j'ai évidemment fait des entretiens approfondis et longs avec les 3 enseignants que j'ai enquêtés, mais surtout, j'ai eu l'idée donc d'interroger les élèves directement et donc on peut pas tout faire et donc du coup j'ai interrogé leurs élèves par petits groupes. Je voulais pas les interroger individuellement, donc j'ai recueilli du matériau, des entretiens, des observations, entretiens d'enseignants que j'ai confrontés avec les entretiens de ces élèves. J'ai analysé tout ça et en analysant tout ça, alors que je m'intéresse
m'intéressais à l'autorité, et ben en fait j'ai découvert la confiance, j'ai découvert la relation de confiance, j'ai découvert la confiance que les élèves pouvaient ou ne pouvaient pas avoir envers leur enseignant, et j'ai découvert ce que cette confiance fait à la manière dont se réalise la relation d'autorité et à la manière dont les enseignants l'exercent et le vivent. D'où le titre donc de ma conférence aujourd'hui, une autorité éducative, soutenue par la confiance interpersonnelle. Pour commencer déjà, je pense qu'il faut commencer par se mettre d'accord sur l'objet. De quoi est-ce qu'on parle lorsqu'on parle d'une autorité éducative? Et puis en filigrane, pour moi, ça répond à ces deux questions. L'autorité, pourquoi? Pourquoi il y a de l'autorité, pourquoi il y a besoin d'autorité, et pourquoi faire aussi. Et puis l'autorité, comment surtout, et je vais redire un certain nombre de choses sans doute que vous avez entendues ce matin, mais d'une autre manière. Éduquer, c'est entre autres s'engager à exercer et donc à assumer son autorité. Et ça, c'est inévitable, et je pense qu'il faut en avoir conscience. Dans toute relation éducative, qu'on parle de la relation dans la famille, de la relation dans le contexte scolaire, mais aussi dans le social, on pourrait le dire aussi, un éducateur est forcément confronté à la question de l'autorité, puisque l'autorité, elle est inhérente à la relation. Et nier cette question de l'autorité, pour un éducateur, c'est finalement nier l'idée même d'éducation. Donc la relation d'autorité éducative, c'est quelque chose en fait dont on ne doit pas avoir peur ou dont on ne doit pas avoir honte, parce que c'est une posture professionnelle qui est nécessaire à l'exercice du métier. Je vous rappelle que ça fait partie, en l'occurrence, des compétences professionnelles qui sont attendues dans les référentiels, mais pas n'importe comment, c'est-à-dire à certaines conditions. Alors pourquoi nécessaire? Parce que c'est inévitable. Si on veut enseigner, si on veut éduquer correctement, il faut assumer la verticalité de la relation, l'asymétrie de la relation. Entre enseignant et élève, chacun a sa place, et ces places ne sont ni négociables ni interchangeables. Éduquer, finalement, c'est s'engager dans une responsabilité d'éducateur, mais pas n'importe laquelle, c'est une responsabilité qui vient répondre aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent dont on a la charge. Pourquoi? Parce que l'enfant, c'est un petit, ça veut dire qu'il est constitutivement vulnérable, même s'il n'est pas très petit en taille ou en âge, parce qu'il est en construction. Et donc, à ce titre, l'éducation, et donc son corollaire, l'autorité de l'éducateur, elles sont légitimes et nécessaires. Pourquoi? Parce qu'elles répondent aux besoins du jeune, de l'enfant, de l'éduqué, de l'apprenant, c'est-à-dire le besoin d'être accompagné, le besoin d'être encadré, le besoin d'être enseigné, le besoin, pourquoi pas, d'être éduqué. Donc c'est très clair, les enfants ont besoin d'être éduqués, d'être enseignés. Donc la réponse au pourquoi, elle est toute simple, parce que les enfants sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire des petits, au sens symbolique, bien sûr, et qu'ils ont besoin des éducateurs pour les éduquer, et donc il est de notre responsabilité en tant qu'éducateur d'assumer ces besoins et donc d'exercer, de répondre à ces besoins et donc d'exercer une autorité éducative. Mais j'ai dit, si l'autorité est nécessaire, elle est en même temps nécessaire à certaines conditions. Pourquoi à certaines conditions? Parce que cette verticalité n'autorise pas les enseignants à exercer un pouvoir sans limite sur leurs élèves, à exercer leur autorité en utilisant la contrainte, la force ou la violence, qu'elle soit physique ou psychique. Si je le dis autrement, je vais dire l'autorité, c'est pas quelque chose dont on peut se passer finalement, mais ce n'est pas non plus exercer un pouvoir sans limite sur l'enfant. Donc la question finalement, c'est pas tant de savoir si l'autorité elle est nécessaire ou légitime. La question, c'est plutôt de savoir comment exercer l'autorité, une autorité qui soit éducative, c'est-à-dire une autorité qui vient vraiment répondre aux besoins de l'élève, plutôt qu'une autorité qui serait là pour conforter l'enseignant ou l'éducateur dans sa position haute. Oui, l'autorité de l'enseignant, c'est plus une responsabilité envers les élèves qu'un pouvoir sur les élèves, même si effectivement, ça en fait partie d'une certaine manière. Ça veut dire qu'on ne peut pas, au nom du bien de l'enfant,
au nom de cette nécessité, de cette responsabilité, exercer un pouvoir sur l'élève qui viendrait l'écraser, qui viendrait le nier en tant que personne. Oui, c'est encore un petit, oui, il est différent par nature et par sa place symbolique, mais en même temps, c'est un semblable, c'est-à-dire que c'est un égal en droit. Ça veut dire que l'enseignant, lorsqu'il exerce son autorité dans la relation, eh bien, parce que c'est son rôle, il doit le faire en respectant la dignité de l'élève, en respectant la dignité de l'enfant, parce que l'enfant est un semblable en tant que personne, l'enfant est un semblable en tant qu'humain. Donc, si on essaye de répondre très rapidement à cette question, comment on doit exercer l'autorité, eh bien, on peut dire qu'on peut exercer l'autorité en traitant et en respectant les élèves comme des sujets et en faisant en sorte qu'ils reconnaissent eux-mêmes la légitimité de l'autorité qui s'exerce sur eux, ce que vous avez entendu ce matin. Je suis totalement d'accord avec cette idée. Finalement, c'est ça l'idée. Exercer une autorité éducative, c'est pas soumettre les élèves, c'est les amener à reconnaître la légitimité de cette autorité qui s'exerce sur eux et à y adhérer. C'est-à-dire à obéir, mais volontairement et librement. Et c'est bien justement cette tension entre responsabilité envers les élèves et respect des élèves qui pose question dès lors qu'on aborde la question de la mise en œuvre, la question des pratiques, dès lors qu'on s'engage, pour certains, dans l'exercice de l'autorité. Alors je m'inscris évidemment dans le cadre d'auteurs que vous avez déjà entendus, comme Bruno Robe, comme Éric Préra, ou Madame Joannelle Alvarez. Et donc je postule, après eux, que l'autorité éducative, c'est avant tout une relation dans laquelle deux sujets sont engagés, éducateurs et éduqués. Et c'est donc un système relationnel, l'autorité. C'est un système qui est dynamique, dans lequel la reconnaissance de l'autorité par les destinataires, par le ou les destinataires, elle est centrale. On peut dire de cette manière qu'une autorité qui ne serait pas assumée par l'enseignant, c'est un manque professionnel, ce que Bruno Robe appelle l'autorité évacuée. C'est un manque professionnel qui finalement met en péril l'élève et toute la relation éducative. Mais aussi, on peut dire à l'inverse qu'une autorité qui serait imposée, c'est-à-dire qui serait exercée sans la reconnaissance de l'élève, eh bien, c'est une autorité qui verse dans l'autoritarisme, qui ne permet pas à l'élève de bien grandir, de grandir bien, dans de bonnes conditions. C'est ce que Bruno Robe appelle l'autorité autoritariste. Donc la reconnaissance de l'autorité par l'élève, elle est vraiment centrale. Et plus simplement, on peut dire qu'une autorité éducative, on appellera une autorité éducative lorsque celui qui obéit n'y est pas contraint par la force, n'est pas soumis à cette autorité, mais qu'il choisit lui-même d'obéir. L'autorité est éducative à partir du moment où l'enfant, le jeune, l'éduqué, l'élève décide d'obéir à l'enseignant de lui-même. Donc, en résumé, on peut dire que l'autorité de l'enseignant, c'est une relation professionnelle qui est nécessaire à l'exercice du métier, mais à certaines conditions. Et ces conditions, elles sont essentiellement d'arriver à favoriser la reconnaissance de l'autorité par les élèves et aussi, c'est la deuxième étape, j'ai envie de dire, de les amener à passer de cette reconnaissance à l'adhésion, c'est-à-dire à l'obéissance librement consentie. Alors ça pose deux questions que je résume très simplement. Qu'est-ce qui fait que des élèves peuvent reconnaître l'autorité qu'a leur enseignant dans la relation? Qu'est-ce qui fait basculer aussi cette reconnaissance de la reconnaissance à l'adhésion? Ça, c'est important parce qu'on sait tous, si vous avez déjà exercé, si vous êtes en exercice ou si vous avez fait des stages, par exemple, on sait tous que un élève peut reconnaître la légitimité de son enseignant, en théorie, rationnellement, et pourtant, il ne choisira pas d'y obéir. C'est-à-dire qu'il va choisir, malgré la reconnaissance qu'il en a, il va choisir de ne pas adhérer, par exemple, à la demande. L'adhésion, c'est vraiment lorsque l'élève s'engage, lorsqu'il s'engage de lui-même dans le
fameux comportement qui est attendu, c'est-à-dire qu'il décide de lui-même de le faire et qu'il le fait effectivement. Alors en pratique, je vais dire exactement la même chose, mais je vais le tourner du point de vue des pratiques des enseignants. Qu'est-ce qu'ils font, ces enseignants que font ces enseignants qui parviennent justement à déclencher cette adhésion chez leurs élèves? Voilà ce que j'ai essayé de clarifier un petit peu dans mon travail de recherche. C'est à ces questions que j'ai essayé de répondre au travers de mon travail de thèse. Et je vais aujourd'hui, ce matin, vous livrer 3 résultats, parmi d'autres, mais 3 résultats qui me semblent intéressants dans le cadre de la rencontre de ce matin. Alors le premier résultat, c'est un peu le sens de mon intervention ce matin, c'est de dire qu'il y a un lien de renforcement mutuel qui existe et qui est réel entre relation d'autorité éducative et confiance interpersonnelle. Je vais le schématiser de manière très simple de cette manière. On est en fait en présence d'un cercle vertueux qui est que lorsqu'il y a autorité éducative, c'est-à-dire lorsque l'autorité de l'enseignant, la relation d'autorité est suffisamment stable, qu'elle est contenante, eh bien, elle sécurise les élèves, elle leur permet de se sentir en sécurité parce que justement, ils se sentent soutenus, ils se sentent bien encadrés et ça nourrit un sentiment de confiance à l'égard de leur enseignant. Et inversement, la confiance, elle, lorsqu'elle est présente, eh bien, elle facilite la relation d'autorité éducative. Pourquoi ? Eh bien, parce que un des effets de la confiance, c'est une tendance à l'adhésion. C'est une tendance à l'adhésion qui se traduit par une forme d'obéissance, une envie d'obéir à ce que va nous demander la personne qui nous inspire confiance. Et c'est cet aspect que je vais développer maintenant. On va essayer de comprendre pourquoi, lorsqu'un individu est en confiance, eh bien, il a tendance ou il a envie d'obéir ou d'adhérer en tout cas aux demandes de celui à qui il fait confiance. Alors pour le comprendre, essayer de le clarifier un petit peu, je vous propose un petit schéma. Sur ce petit schéma, on voit 2 individus que j'ai appelés Arthur et Pauline. Comme ça, ce sera plus simple. Arthur, il est là-bas. Arthur, il fait confiance à Pauline. Et donc, Pauline, dans cette relation, elle inspire confiance à Arthur. Qu'est-ce qui se passe quand on a confiance, quand on se sent en confiance ? Eh bien, on ressent un bien-être global qui est dû au fait qu'on a des attentes envers l'autre. Ces attentes, on va les schématiser de cette manière, ça veut dire que concrètement, Arthur, lorsqu'il a confiance en Pauline, eh bien, ça veut dire que par anticipation, il s'attend à ce que Pauline se comporte de telle ou telle manière. D'accord ? Il fait confiance à Pauline pour se comporter de telle manière. Il n'en a aucunement la certitude, c'est le propre de la confiance. Il ne peut pas en être certain, il n'en a pas la garantie, mais en tout cas, il le croit intimement. Ça veut dire qu'il a envers Pauline des attentes qui sont au fond des attentes de loyauté et de fiabilité. C'est-à-dire que si Arthur a confiance en Pauline, ça veut dire que Arthur croit sincèrement que Pauline ne cherchera pas à lui nuire, ne va pas le trahir et ne le décevra pas. Donc l'attitude d'Arthur envers Pauline, sa confiance et ses attentes, finalement, elles engagent Pauline en retour. Et ça, qu'elle le veuille ou non. Si Arthur lui fait confiance, ça veut dire que Pauline, elle est maintenant moralement obligée envers Arthur. Elle est engagée malgré elle, soit à répondre aux attentes d'Arthur, c'est-à-dire à se montrer fiable et loyale envers lui, soit à le trahir ou à décevoir ses attentes. Donc malgré elle, elle se trouve moralement obligée envers Arthur par la confiance qu'il lui porte. Et je dis malgré elle parce qu'on ne peut pas refuser la confiance que quelqu'un nous accorde. Mais en lui faisant confiance, eh bien Arthur s'engage lui-même, dans le sens où en faisant confiance à Pauline, finalement, il se place volontairement dans une position de vulnérabilité face à Pauline, à l'égard de Pauline. Effectivement, puisqu'il lui fait confiance, eh bien Arthur lui donne le pouvoir de le trahir. Arthur donne le pouvoir à Pauline de le trahir ou de décevoir ses attentes, c'est-à-dire qu'il lui confère
volontairement ce pouvoir sur lui-même, le pouvoir de le décevoir ou de le trahir. Donc spontanément, et parce que Pauline a maintenant ce pouvoir sur lui, eh bien, Arthur va s'obliger lui-même à tenir une conduite particulière avec Pauline. Il va s'ajuster à elle, il va épouser ses normes, et spontanément, donc, il va s'obliger à coopérer avec Pauline. Il va s'obliger finalement à se comporter selon ses demandes, aux demandes de Pauline. Pourquoi ? Parce que justement, il lui fait confiance. Ce qu'elle lui demande, puisqu'il a confiance, il considère que ça ne peut pas lui nuire, et donc il va avoir tendance à adhérer à ses demandes, et donc à consentir librement à lui obéir. Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a l'établissement d'un circuit au sein même de la relation de confiance qui engage l'un et l'autre. Celui qui fait confiance et celui à qui l'on fait confiance sont tous les deux engagés, et ce circuit d'engagement réciproque, on peut le formaliser sous la forme d'une délégation de pouvoir et d'obéissance consentie. Ça veut dire que la confiance instaure ou renforce une relation d'autorité au sein même de la relation interpersonnelle. Lorsqu'il y a une relation de confiance, eh bien, il y a à l'intérieur de cette relation, d'une certaine manière, une relation d'autorité. Ça veut dire que, si je me remets sur la question de la relation entre enseignant-élève, ça veut dire qu'en termes d'effet dans une relation enseignant-enseigné, eh bien c'est très clair, lorsqu'un élève a confiance en son enseignant, il va s'obliger lui-même à lui obéir parce qu'il lui donne de lui-même une autorité sur lui. Et donc pour l'enseignant, l'exercice de l'autorité s'en trouve finalement moins coûteux à la fois physiquement et psychiquement. Si je reviens à mon travail de terrain, ce qu'a montré l'analyse des données que j'ai recueillies, c'est que les enseignants qui avaient une relation de faible confiance, voire de méfiance ou de défiance avec leurs élèves, étaient des enseignants qui avaient une relation d'autorité, il n'y avait pas de souci. Mais s'il y avait quand même un souci, c'est que c'était une relation qui leur était coûteuse. C'est-à-dire qu'ils dépensaient énormément d'énergie pour maintenir ou pour instaurer cette relation d'autorité. Et inversement, les classes dans lesquelles il y avait une forte relation de confiance, les élèves témoignaient de la confiance, alors que je leur posais même pas la question, je vous le rappelle. Ils me parlaient spontanément de la confiance qu'ils avaient dans leur enseignant. L'enseignant me parlait beaucoup de relations de confiance alors que je lui parlais d'autorité. Eh bien, ce sont des enseignants qui avaient une relation d'autorité qui leur était beaucoup plus facile, c'est-à-dire beaucoup moins coûteuse en termes d'énergie dépensée. D'où l'idée que la confiance, elle vient étayer la relation d'autorité, elle vient faciliter la relation d'autorité. Donc si je reviens à mes deux questions, qui étaient qu'est-ce qui favorise la reconnaissance de l'autorité par les élèves et qu'est-ce qui fait basculer la reconnaissance des élèves du côté de l'adhésion, eh bien on peut dire, et c'est une réponse, c'est pas la seule évidemment, mais on peut dire qu'une réponse, est de dire que la confiance des élèves en leur enseignant finalement favorise la reconnaissance de l'autorité qu'ils en ont et apparaît donc comme un élément déclencheur de cette tendance intérieure qui fait que la reconnaissance va se muer en adhésion. Et c'est ça qui vient faciliter la construction et le fonctionnement en même temps d'une relation d'autorité éducative. Donc ce premier résultat, il a un enjeu pratique très fort quand on est enseignant ou quand on se pose cette question de la relation d'autorité. Ça veut dire que quand ça ne se passe pas super bien avec des élèves ou avec un élève en particulier, ça veut dire quand la relation d'autorité elle est un peu fragile, elle est un peu tendue, qu'en tout cas elle est très coûteuse du point de vue de l'enseignant, parfois il vaut mieux se demander quel degré de confiance on inspire aux élèves en tant qu'enseignant, en tant que personne et en tant qu'enseignant, plutôt que de chercher coûte que coûte à durcir la relation et à imposer le cadre. Mais ça m'amène à un deuxième résultat de mon travail qui est, à mon sens, intéressant également. C'est l'idée qu'en contexte, c'est-à-dire dans une situation, dans une vraie relation entre un enseignant et ses élèves, je me rends compte que, au travers de mon enquête, je me rends compte que la confiance, en fait, c'est pas du tout un terme générique. C'est pas un phénomène uniforme. En réalité, ces élèves, lorsqu'ils sont en confiance avec leur enseignant, eh bien, en fait, ils témoignent du fait qu'ils nourrissent
plusieurs types de confiance en même temps à l'égard de leur enseignant. Et pour moi, j'ai dégagé 3 domaines de confiance différents dans les discours des élèves. 3 domaines de confiance exactement. Une confiance élémentaire, c'est-à-dire dans l'échange concret, dans l'échange de personne à personne. Ils peuvent avoir confiance en leur enseignant. Ça veut dire, cet enseignant est une personne qui m'inspire confiance en tant que personne. Ils peuvent également nourrir une confiance juridique envers leur enseignant. Et là, on se place plutôt du côté de l'échange collectif, c'est-à-dire tout ce qui va concerner le cadre juridique, le vivre ensemble. Et les élèves vont témoigner du fait que leur enseignant, lorsqu'il leur inspire une confiance juridique, eh bien, c'est une personne qui leur apparaît comme garant du cadre juridique. Et puis enfin, et puis évidemment et heureusement, puisqu'on est dans une relation qui a pour objet l'apprentissage et l'éducation, eh bien il y a des élèves qui témoignent aussi du fait qu'ils ressentent une confiance que j'ai appelée une confiance éducative. Et là, on est plutôt dans le registre de l'échange intellectuel et culturel, c'est-à-dire ce fameux rapport d'étayage qui va s'instaurer entre enseignants et élèves, que je résumerai en un mot, l'apprentissage, c'est-à-dire tout ce qui va viser le développement de l'éduqué dans le contexte de la relation précisément. Alors ces 3 domaines de confiance, ils coexistent chez les élèves qui sont en confiance, et c'est logique. Pourquoi ? Parce que l'école, l'institution scolaire, elle engage bien toutes ces personnes, les élèves, les adultes, c'est-à-dire les adultes, quels qu'ils soient au sein de l'institution, elle engage, l'école, ces personnes-là dans 3 types de rapports en même temps. Effectivement, il y a des échanges en tant que personne, de personne à personne. En même temps, c'est bien une relation juridique parce qu'on vit dans un cadre collectif avec des règles, avec des normes, etc. Et en même temps, on a bien des relations d'éducateurs à éduquer avec ces mêmes élèves puisqu'on est là tous ensemble pour la même chose, c'est-à-dire que les élèves grandissent, apprennent un certain nombre de choses. Ça veut dire que, et puis c'est logique finalement, puisque quand l'enfant arrive à l'école, j'ai envie de dire, quand il pénètre dans l'espace scolaire, finalement, ça veut dire qu'il est en même temps tout ça. Il est en même temps une personne, il est en même temps un membre de la communauté juridique et en même temps, il est un élève. L'enfant, l'élève, je ne sais pas comment l'appeler, il est tout ça en même temps. Il est en même temps une personne, en même temps un élève et en même temps un membre de la communauté juridique. Et donc ça veut dire qu'il peut développer ces 3 types de confiance en même temps. 3 types de confiance, je l'ai dit, qui coexistent chez les élèves, mais qui sont pourtant bien différenciés. Et ça, c'est très clair, et c'est ce que montre mon enquête. Ça veut dire qu'un enseignant qui inspire confiance, c'est un enseignant qui peut inspirer ces 3 types de confiance, mais pas forcément les 3 en même temps. Et notamment, ça veut dire qu'il peut inspirer, par exemple, 1 ou 2 types de confiance, mais pas du tout un 3e type. Par exemple, un enseignant pourrait inspirer une très forte confiance élémentaire, une grande confiance éducative à ses élèves, mais peu ou pas de confiance juridique. Ça, je l'ai rencontré, j'avais un des enseignants que j'ai enquêté, c'était typiquement son cas. Et puis un autre pourrait, par exemple, inspirer une faible confiance élémentaire, alors que la confiance juridique et la confiance éducative seraient très bien installées dans sa relation avec ses élèves. Donc ça veut dire que c'est nécessaire, lorsqu'on est enseignant, lorsqu'on est éducateur, et qu'on fait le choix de s'intéresser à ce niveau de confiance qu'on peut inspirer aux élèves, eh bien, ça veut dire qu'il est nécessaire de prêter attention à ces 3 domaines de confiance, mais précisément, et pas simplement à la confiance en général qu'on peut inspirer à ses élèves. Pourquoi ? Parce que, et c'est ce que montre mon enquête, encore une fois, lorsqu'un domaine est plus fragile, lorsqu'un domaine de confiance est plus fragile dans la relation, c'est toute la relation de confiance qui en fait les frais, et donc c'est la relation d'autorité aussi qui va en faire les frais. Et donc, voilà pour le 2e résultat. Et le 3e résultat que je voulais vous partager, c'est le suivant. C'est que la confiance, c'est comme l'autorité. C'est une compétence professionnelle qu'on est en capacité de travailler. Ça veut dire qu'il est possible de travailler à inspirer confiance,
Comment? Eh bien, en adoptant certaines postures et en utilisant certains dispositifs pédagogiques, en imaginant certains dispositifs pédagogiques. Alors pour arriver là, évidemment, il va d'abord falloir essayer de comprendre comment naît la confiance, parce qu'on ne peut pas inspirer confiance, travailler à inspirer confiance, si on ne sait pas comment ça naît, comment ça arrive, la confiance d'un élève. Et puis ensuite, je vous partagerai quelques traits caractéristiques qui sont des éléments que j'ai relevés dans mon enquête, justement, et qui sont, si je puis dire, un peu des incontournables pour pouvoir peut-être inspirer confiance. Alors je dis peut-être, puisque évidemment, on ne peut pas imposer la confiance à autrui. Alors la première chose, comment naît la confiance? Moi, ce que j'ai compris, c'est que la confiance d'un individu, elle suit toujours le même processus de construction, et ce, quel que soit le domaine de confiance. Donc je vais parler en général, mais gardons à l'esprit que ça s'applique à chacun des domaines de confiance, à chacun des types de confiance élémentaire, juridique ou éducative. Un individu, il a des besoins, il a des attentes qu'il espère combler dans sa relation aux autres. Ça, c'est la base de la relation, des relations entre individus. Et donc, pour un élève, c'est pareil, puisque c'est un individu comme les autres. Un élève, il a ces mêmes besoins et il attend de nourrir ses besoins à travers de ses relations, et ses besoins fondamentaux, j'ai envie de dire, sont un besoin de reconnaissance, un besoin de sécurité et un besoin d'appartenance. Un élève attend donc de nourrir ces trois besoins au travers de ses relations à l'école, comme partout ailleurs, ça veut dire au travers de ses relations avec ses pairs, avec ses copains, et aussi avec les relations, au travers des relations avec les adultes avec qui il est dans son environnement. Eh bien, ces besoins, là, je suis un peu en avance sur mon PowerPoint. Ces besoins seront comblés lorsque cet enfant va vivre un certain nombre d'expériences positives. C'est-à-dire qu'il peut se sentir reconnu, il peut se sentir en sécurité, il peut se sentir appartenant à un groupe à partir du moment où il vit ces expériences positives. Et donc alors, il ressent du bien-être globalement dans le milieu dans lequel il évolue. Je donne un exemple très, très concret et très pragmatique, mais par exemple, un enfant qui se ferait appeler par son prénom très rapidement lorsqu'il arrive au tout début dans un groupe où il connaît encore personne et où très rapidement on l'appellerait par son prénom, eh bien cet enfant, il va ressentir un sentiment de considération, et donc ça va nourrir son besoin de reconnaissance. Je me sens considéré parce qu'on connaît mon prénom, j'existe, donc je me sens reconnu, et ça participe de mon bien-être général. Et donc l'idée, et c'est ça qui est intéressant, c'est lorsque l'enseignant va lui apparaître comme la personne qui lui permet de vivre ses expériences positives, lorsqu'il va avoir le sentiment que c'est grâce à l'enseignant qu'il se sent bien, non pas parce que lui permet de nourrir son besoin de reconnaissance, de sécurité et d'appartenance, ça il le conscientise pas, mais l'enfant se sent bien grâce à l'enseignant. Pour lui, c'est grâce à l'enseignant qu'il vit des expériences qui le contentent, qui lui font plaisir, et au travers de ces expériences, il se sent bien. Eh bien alors, ça va nourrir un sentiment de confiance envers cet enseignant. Et donc, il va lui conférer une forme d'autorité, comme on l'a vu tout à l'heure, sur lui-même, c'est-à-dire qu'il va s'en remettre à lui, et donc, parce qu'il lui fait confiance, et donc qu'il va s'obliger à coopérer avec lui spontanément, librement, volontairement, et donc à lui obéir. On pourrait dire la même chose, mais cette fois-ci en se plaçant du côté de l'enseignant. Finalement, lorsque un enseignant comble les besoins et répond aux attentes de reconnaissance, de sécurité et d'appartenance d'un élève ou de ses élèves, en leur faisant vivre des expériences positives, eh bien alors, il leur inspire confiance, et c'est ça qui va renforcer la relation d'autorité éducative. Donc en tant qu'éducateur, en tant qu'enseignant, l'idée c'est bien d'aller chercher dans chacun de ces trois domaines
à générer ces sentiments, à nourrir ces sentiments chez les élèves, en adoptant un certain nombre de postures, en imaginant des dispositifs, en mettant en place des dispositifs pédagogiques qui vont justement permettre de faire vivre ces fameuses expériences positives aux élèves, de manière à générer chez eux, à nourrir chez eux ces sentiments de reconnaissance, de sécurité et d'appartenance. Alors c'est important, pourquoi ? Eh bien parce qu'inversement, et c'est encore une fois ce que montre l'enquête de terrain, c'est que inversement, si c'est des sentiments équivalents mais en négatif qui naissent au travers de la relation, eh bien ce que ça va amener globalement, c'est l'élève à être dans une posture de méfiance par rapport à son enseignant. Et qui dit méfiance de l'élève dit justement relation d'autorité plus coûteuse, plus difficile avec l'enseignant. Par exemple, un élève qui ressent dans sa relation avec l'enseignant, ça veut dire qu'il identifie que c'est à cause de l'enseignant qu'il ressent ça. Lorsqu'il ressent du mépris ou de l'ignorance, ou un élève qui aurait un sentiment d'insécurité et qui aurait le sentiment que son enseignant ne fait rien pour diminuer ce sentiment-là. Un élève qui se sentirait rejeté ou différent, mais du fait, encore une fois, de son enseignant et pas simplement de ses relations avec les pairs, ben c'est un élève qui non seulement n'aura pas confiance en son enseignant, mais même naturellement qui finira par nourrir une forme de méfiance ou de défiance envers son enseignant. Et ça va avoir un impact négatif à l'inverse, sur la relation d'autorité. Finalement, c'est un élève qui va se braquer, qui va camper sur ses positions. Cet élève, il va falloir l'obliger en faisant apparaître le pouvoir nécessaire dans la relation. C'est-à-dire qu'il va falloir obliger l'élève malgré lui, contre lui-même. Et donc, on entre, vous l'avez bien compris, dans un cercle vicieux. Et c'est bien quelque chose, cette idée, qui peut expliquer un certain nombre de comportements perturbateurs chez les élèves. Alors pas tous, évidemment, c'est pas que du fait de cette relation qui ne serait pas suffisamment confiante, mais en tout cas c'est une interprétation possible qu'on peut explorer lorsqu'on est pris dans une relation conflictuelle avec un élève, se poser la question, est-ce qu'il a un sentiment de reconnaissance, de sécurité et d'appartenance qui sont suffisamment nourris? Est-ce qu'au contraire, il n'est pas en train de vivre l'expérience du mépris, l'expérience de l'insécurité, l'expérience du rejet? Et c'est ça qui pourrait expliquer que il va avoir des comportements en fait d'autodéfense. Voilà. Donc ça veut dire que la confiance, la relation de confiance, ça dépend bien de la relation qui s'instaure entre les enseignants et les élèves, de ce qui se joue en fait au travers de cette relation entre les enseignants et les élèves. Mais je vous l'ai dit, on peut aussi généraliser un certain nombre de postures au sens de manière d'être dans la relation. Alors peut-être que ça réfère aux qualités, à l'expertise relationnelle, très clairement, dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire un certain nombre de postures, qui permettent en fait d'instaurer une relation de confiance, mais je devrais plutôt dire qui n'empêchent pas l'instauration d'une relation de confiance, puisque, comme je l'ai dit, on ne peut pas obliger un élève à faire confiance et à être en confiance. Il y a tout un tas de choses aussi qui dépendent de lui et qui vont faire qu'il va se sentir en confiance avec l'enseignant ou pas. De manière générale, dans le cadre donc de la confiance en général, quel que soit le domaine de confiance qu'on vise, il y a un certain nombre de postures transversales qui sont en fait toujours identiques et qui sont pour l'essentiel des compétences relationnelles et communicationnelles. Concrètement, elles sont quoi ? Un éducateur qui inspire confiance, un enseignant qui inspire confiance, premièrement, c'est un éducateur, c'est un adulte qui se positionne en tant que personne fiable, en tant qu'adulte fiable, loyal et animé de bonnes intentions. Je vais le développer un tout petit peu parce que pour moi c'est central et c'est le plus important. Qu'est-ce que ça veut dire être fiable, se montrer comme une personne fiable ? Ça veut dire se montrer stable, constant, dans ses attitudes, dans son discours, ne pas varier en fonction de ses humeurs, en fonction de l'horaire, en fonction de, etc. Donc là, c'est la personne qui est suffisamment constante pour apparaître comme fiable, mais aussi
Fiable, ça veut dire solide. Solide au sens de c'est une personne sur qui je vais pouvoir m'appuyer, littéralement. Solide au sens de personne qui me paraît comme une personne compétente. Et là, ça rappelle plutôt la notion d'expertise didactique. Mais je vais y venir dans un instant. Donc fiable, c'est ça. C'est à la fois la constance, le fait d'être tout le temps dans le même type de réaction, dans le même type d'attitude, dans les mêmes règles, etc. Et en même temps suffisamment solide pour que les élèves puissent se reposer, s'appuyer sur cette personne. C'est ça la fiabilité. Et directement liée à la fiabilité, c'est la loyauté. La loyauté, elle se traduit essentiellement par la transparence. La transparence, c'est le fait de rendre visible et explicite toute chose. Toute chose, c'est ce qui se passe, ce qu'on est en train de faire, pourquoi on le fait, dans quel but on le fait. C'est être expliqué, verbalisé, dire. C'est ne rien garder pour soi. Ne pas laisser l'opacité s'installer en se disant oui, mais ça ne les concerne pas, par exemple. Ou faire de la rétention, que ce soit de la rétention de notes, d'informations ou d'objectifs. La transparence, c'est ce qui permet de prouver aux élèves qu'on est bien loyal, qu'on est une personne loyale. Et donc, la transparence, l'idée, c'est qu'elle laisse entrevoir aux élèves le fait que l'adulte qui les prend en charge est une personne qui se positionne de manière juste et intègre. Et ça m'amène directement à la dernière remarque, animé de bonnes intentions, c'est ça qui apparaît au travers de la transparence, et c'est ça la loyauté, c'est le fait d'être animé de bonnes intentions dans le cadre de l'école. Ça veut dire montrer justement que tout ce que l'on fait en permanence, c'est toujours tourné vers le bien des élèves et non pas vers un intérêt personnel. Mais quand je dis tourner vers le bien des élèves, ça veut dire même ce qui ne leur est pas agréable, même ce qu'on leur impose, tout ça, c'est toujours pour eux, pour leur bien et non pas pour nous en tant que personnes. Ça veut dire, on pourrait le dire autrement, animé de bonnes intentions, ça veut dire se montrer, je redis de manière transparente, se montrer bienveillant, non pas parce qu'on est des gentils, non, même si c'est comme ça qu'il l'exprime, non pas parce qu'on est gentil, mais parce que c'est notre métier, notre responsabilité et notre mission, notre rôle. On est là pour les éduquer, pour les aider à grandir, à se développer, etc. Voilà ce qui est la base d'une personne qui pourrait inspirer confiance. C'est une personne qui apparaît aux yeux des élèves comme une personne fiable, loyale et évidemment animée de bonnes intentions. Après, il y a d'autres choses qui reviennent aussi dans ce que j'ai observé sur le terrain, en particulier le fait que cet enseignant qui inspire confiance, c'est un enseignant qui est sans arrêt en train de donner des gages et des preuves. Les gages, c'est quoi ? C'est tout ce qu'on annonce, c'est les promesses, c'est le fait de dire voilà ce qui va se passer. C'est le fait d'anticiper, c'est donner des gages, c'est dire si vous faites cet effort-là, vous verrez que dans 15 jours, vous serez capable de faire tel et tel exercice, par exemple. C'est aussi de faire des annonces sur ce qu'on peut gagner, etc. Mais, et ça c'est fondamental, il faut que ces discours se vérifient dans des actes concrets. Et ça, ce sont les preuves, c'est-à-dire dans le discours de l'enseignant, dans le comportement de l'enseignant, dans ce qui se passe finalement, réellement, ensuite, parce qu'il y a cette idée que annoncer des choses, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut que les actes viennent confirmer les paroles concrètement. C'est ça, donner des preuves, qu'il y ait une congruence entre les discours, les annonces et ce qui se passe réellement dans le cadre de la classe. Et les deux sont importants, c'est-à-dire que parfois on oublie de faire des annonces. Parfois, on oublie d'anticiper et on se contente d'agir de manière bienveillante. Et d'autres fois, on se contente de parler et derrière, en fait, on ne fait pas ce qu'on a dit. Voilà, si on le résume en une maxime un peu classique, c'est faire ce qu'on dit et dire ce qu'on va faire et faire ce qu'on a dit.
un troisième élément important pour moi, les enseignants qui inspirent confiance sont des enseignants qui témoignent de leur confiance envers les élèves. On le sait, hein, j'enfonce des portes ouvertes, mais l'idée c'est que la confiance se nourrit de la confiance. Ça veut dire qu'un enseignant qui se méfie de ses élèves ou qui leur prête de mauvaises intentions, donc qui est dans la défiance, c'est un enseignant qui ne peut pas inspirer confiance. Et ça se traduit par le corps, ça se traduit par l'attitude et par le discours aussi également. Un enseignant, par exemple, qui explicitement ne tourne jamais le dos à ses élèves, même lorsqu'il écrit au tableau, parce qu'est-ce qu'il envoie comme message, c'est que les élèves sont potentiellement des élèves qui vont déborder s'ils sont plus sous la surveillance de l'enseignant. Ces petites choses dans l'attitude ou dans les discours, hein, le fait de dire je vous fais confiance et de le prouver encore une fois par des actes, c'est quelque chose qui permet aux élèves de sentir la confiance de l'enseignant en eux et donc d'être potentiellement plus enclin à faire confiance. C'est l'effet miroir. Hein. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui ne nous fait pas confiance, en fait. Et puis, postuler et témoigner de la confiance envers les élèves, ça veut dire quelque chose qui n'est pas forcément évident aujourd'hui dans l'école. Ça veut dire postuler a priori que les élèves sont dignes de confiance. On a souvent tendance à vouloir faire l'inverse et d'attendre qu'ils nous montrent qu'ils sont dignes de notre confiance pour leur donner alors des privilèges, des droits, etc., des libertés. Les enseignants qui inspirent confiance sont des enseignants qui font exactement l'inverse. Par exemple, si je viens à des choses très concrètes et pragmatiques, hein, sur le système de comportement qu'il y a dans une classe, il y a ceux qui font partir leurs élèves de tout en haut et puis évidemment, des fois le comportement fait qu'on diminue. Hein, on retire de sa confiance comme on peut retirer des privilèges. Et puis il y a d'autres enseignants qui vont instaurer un système où les élèves doivent gagner le droit de faire ci et ça. Et on voit que du coup, ça ne donne pas du tout la même chose dans la relation et ça ne donne pas du tout la même chose en termes de confiance de la part des élèves et en particulier sur la confiance juridique. Enfin, l'enseignant qui inspire confiance est un enseignant qui fédère le groupe et qui se positionne comme leader de ce groupe. Le sentiment d'appartenance, il ne peut naître que lorsque l'enseignant fait ce qu'il faut pour fédérer le groupe autour de lui, par exemple en lui donnant une identité propre, et qu'il se positionne en guide, en leader, évidemment, puisque c'est l'enseignant, mais au sein de ce groupe. C'est-à-dire que l'enseignant fait partie du groupe. Et pareil, c'est un écueil. Souvent, on a tendance à instaurer le groupe et puis l'enseignant est en dehors de ce groupe parce qu'il ne fait pas partie du groupe, lui, il fait partie de l'équipe des profs. Et en fait, on voit que plus l'enseignant il est partie du groupe, plus il est un élément du groupe. Alors évidemment pas au même niveau puisque lui il est leader du groupe, mais il dit on, il dit nous quand il parle de la classe. Ce sont des exemples très concrets, hein, mais il participe à des activités avec les élèves, il participe à des explorations avec les élèves. Bref, il fait partie du groupe, il en est le leader, hein, il en est le guide, mais il est lui-même un élément de ce groupe, eh bien, ça participe au fait que cet enseignant peut inspirer confiance à ses élèves. Je vous donne encore deux petits éléments, j'ai encore 2 minutes, oui. L'enseignant qui inspire confiance ou l'éducateur qui inspire confiance, alors je le dis de cette manière, c'est un enseignant qui part des élèves pour considérer et construire sa propre posture professionnelle. Si je le disais autrement, c'est l'enseignant qui est capable de se mettre à la place des élèves pour évaluer la pertinence de son attitude, de ses dispositifs, etc. C'est-à-dire qui est capable soit de percevoir la manière dont les élèves comprennent les dispositifs, comment ils les interprètent, ou sa propre attitude, et en même temps, c'est l'enseignant qui systématiquement va faire parler ses élèves, va les faire raconter quel est ton ressenti, comment tu vis les choses, comment tu justifies telle ou telle action, qui n'est pas une action tolérable, par exemple, mais d'où ça vient. Et cette attitude, que j'appellerais une attitude compréhensive ou empathique, c'est une attitude qui est faite de manière inconditionnelle.
d'accord ? Que l'élève puisse s'expliquer, que l'élève puisse donner son interprétation, c'est important pour comprendre ce que vivent les élèves. Et je reviens encore et toujours à mon enquête, mais on voit bien qu'il y a des dispositifs. Je reviens toujours sur cette histoire, par exemple, de comportement. Il y a des dispositifs qui sont mais d'une justesse absolue d'un point de vue d'enseignant, okay, qui sont parfaitement parfaits, et pourtant, les élèves vont les trouver injustes. Alors l'idée, c'est pas de modifier pour coller à ce que pensent les élèves. L'idée, finalement, c'est comme en pédagogie, c'est de comprendre comment pense l'élève pour pouvoir le ramener à quelque chose de commun, à quelque chose qui nous appartient, un autre point de vue. Mais tant qu'on ne va pas chercher ce que pense ou comment comprend l'élève, eh ben, on se heurte à une incompréhension et on ne peut pas l'amener à changer si ce n'est par la peur de la sanction ou autre. Donc cette idée vraiment d'aller faire raconter les élèves, d'aller les questionner, de faire verbaliser, de les faire exprimer leurs ressentis, plus on fait ça et plus on a potentiellement la capacité d'inspirer confiance. Et je répète ça de manière inconditionnelle également. Et puis, je terminerai là-dessus, le fait de travailler en équipe. Alors, dans certains milieux, dans certains contextes, c'est une utopie, le travail d'équipe. Mais effectivement, il est évident, il est certain que la confiance se construit dans un climat global de confiance, en équipe, au sein d'un établissement, au sein d'une école. Pourquoi ? Parce que lorsque l'engagement sur la voie de la confiance, il est collectif, eh bien, les chances d'inspirer confiance, elles sont d'autant plus fortes parce qu'il y a une manière déjà de modéliser, d'être modélisant pour les élèves. Je fais confiance à mes collègues, je m'appuie sur mes collègues et on est tous ensemble. Et l'ensemble de la communauté éducative est dans une forme de relation de confiance, en tout cas est digne de confiance. Et il y a cette manière de dire si tel adulte est digne de confiance, alors ça va rejaillir aussi sur les autres. Donc quand c'est du collectif et quand l'équipe travaille ensemble en réfléchissant explicitement aux postures, aux pratiques ou aux dispositifs communs au sein d'une école, par exemple, et que c'est pas chacun dans sa classe, eh bien ça permet d'inviter et d'amener les élèves plus facilement à ressentir de la confiance envers leur enseignant en particulier et envers l'ensemble des adultes avec qui ils sont pris dans des relations. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis parce que c'est important, l'ensemble de ces postures sont des postures transversales. Ça veut dire que chacune de ces postures, elle est importante et elle travaille dans j'étais déjà en avance, dans chacun des domaines de confiance. Okay, si on travaille la confiance élémentaire, il faut se poser la question de la fiabilité, de la loyauté et de la bienveillance. Il faut en même temps se dire je dois donner des gages et des preuves. Il faut en même temps postuler que l'élève en face de nous est une personne digne de confiance, etc. Et c'est pareil, tout ça dans chacun des domaines de confiance. Voilà, ça c'est des postures générales. Pour ce qui est plutôt du côté de l'attitude des enseignants, de la manière d'être en relation, il y a aussi un certain nombre d'éléments que j'ai relevés dans mon enquête qui relèvent plutôt des dispositifs, c'est-à-dire que mettent en place les enseignants, alors soit dans leur classe particulière, soit au sein d'une école. Qu'est-ce qui fait que ces dispositifs-là donnent confiance dans les individus, les adultes, qui les mettent en œuvre. J'ai pas le temps de le développer ici, et puis ce serait très contextuel, donc pas très intéressant. Pour moi, l'intérêt, c'est plutôt de penser, de comprendre comment ça se construit, et puis après d'aller dans son contexte à soi, d'aller réfléchir à comment on peut le développer et le mettre en œuvre. Quoi qu'il en soit, si vous voulez approfondir un petit peu, je remets, donc pareil, je donnerai mon PowerPoint si vous voulez la voir, ma thèse, qui est en ligne, et puis peut-être de manière un peu plus accessible, un petit ouvrage que j'ai publié aux éditions Canopée, qui s'appelle L'autorité par la confiance. Et dans ce petit livre qui est plus tourné vers les pratiques, vous avez plus cette description d'un certain nombre justement de ces savoir-faire, de ces pratiques, de ces outils qui sont outils pédagogiques ou relationnels qui sont mis
en œuvre par certains enseignants, qui sont en fait ce que j'ai relevé dans mes enquêtes, dans mon enquête, pardon, et que j'ai analysé, que j'ai catégorisé et que je présente dans cet ouvrage. Et je vais du coup m'en arrêter là pour aujourd'hui et je suis bien sûr à votre disposition si vous avez des questions. Et merci pour votre écoute. Merci beaucoup pour cette conférence là encore très très claire et qui montre toute la validité, je crois, d'une entrée par la confiance sur cette question de l'autorité. C'est vraiment extrêmement fertile, me semble-t-il. Alors là encore, on a un petit peu de temps pour les questions et on aurait tort de se priver, soit en ligne, soit ici dans la salle. Est-ce que quelqu'un a une première question? Non? Eh ben voilà. Je voulais pas monopoliser la parole, mais du coup, je lance volontiers le débat. Merci beaucoup, Marie, pour cette présentation. C'était très, très enrichissant. J'ai encore appris plein de choses. Je me demandais, parce que dans le modèle que j'ai présenté tout à l'heure, pour moi, la confiance, c'est la confiance en soi. Et donc, du coup, c'est très lié à la dimension plutôt personnelle de l'autorité. Et là, clairement, toi, ce dont tu parles, c'est la relation plus de confiance et c'est très lié à l'expertise relationnelle, si j'essaye de faire les liens entre les deux présentations. Et je me demandais, est-ce que toi, dans ton enquête, tu vois des liens entre confiance en soi et relation de confiance et comment est-ce que les deux se nourrissent? Enfin, voilà, ça m'intéresserait beaucoup. Justement, le démarrage de cette enquête, enfin pas le démarrage, ça faisait déjà quelques temps que j'étais dessus, mais m'a amené en fait à trouver de la confiance vraiment de partout. Et dans les discours et dans les observations de classe, etc. Et je me rends compte qu'il y a énormément de domaines, enfin pas de domaines, de types de confiance différents et que tout ça évidemment c'est relié et ça se nourrit. Il y a ce dont tu parles, la confiance en soi de l'enseignant qui est plutôt du côté de sa manière d'être ou d'incarner ou de faire autorité, d'exercer, on va dire, l'autorité. Évidemment, cette confiance, elle importe et elle change des choses. Il y a la confiance, je l'ai dit en quelques mots, mais je ne l'ai pas développé, la confiance que va prêter, que l'enseignant a confiance en ses élèves, ça c'est une autre relation de confiance. Il y a la confiance en soi de l'élève aussi, que les enseignants cherchent beaucoup à développer, et puis il y a la confiance des élèves envers leur enseignant. Okay, mais on pourrait aussi parler de la confiance des familles dans l'école, qui joue aussi évidemment. Et donc tout ça, je me dis, bon, c'est très complexe, c'est tout relié, je reviens sur mon idée de dynamisme, de relationnel, de relations en fait dynamiques et de système en fait, c'est systémique tout ça. Donc moi, dans mon travail de thèse, j'ai montré comment, alors parce que j'ai exploré d'abord la relation d'autorité comme un système relationnel, et j'ai montré qu'en sous-marin, en souterrain, il y avait le même, mais avec des confiances. D'accord ? Et par contre, j'ai passé 6 ans à faire ma thèse, je voulais pas y passer 18 ans, donc je me suis focalisée sur la confiance des élèves envers leurs enseignants. Mais il y a évidemment énormément de choses à explorer, ça a été un peu plus fait. La confiance en soi de l'enseignant, ça a été déjà un peu plus fait par des chercheurs. Le développement de la confiance de l'élève, la confiance en soi de l'élève, ça a été beaucoup, surtout sur des travaux en pédagogie, en didactique. Déjà, il y a déjà beaucoup de choses. Et par contre, j'ai rien ou très peu trouvé sur le fait que l'enseignant peut travailler, inspirer confiance. D'où le fait, et puis parce que pour moi, ça, c'était l'élément qui déclenchait ou qui facilitait en tout cas la relation d'autorité. J'avais envie et besoin de réfléchir plus loin là-dessus. Mais oui, il y a d'autres confiances et toutes sont reliées. C'est-à-dire que plus j'ai confiance en moi, plus je suis en capacité d'inspirer confiance, plus je vais donner confiance aux élèves aussi, faire confiance aux élèves. Plus j'ai confiance en moi, plus je peux leur faire confiance parce que je me sens pas vulnérable, etc. Et plus l'élève a confiance en lui, plus il est à même de faire confiance. Et donc, oui, tout est relié, mais ça, c'est la complexité de la relation et c'est ça qui est intéressant, mais je ne pouvais pas tout faire. On ne peut jamais tout faire, mais on peut poser plein de questions. Bon,
Bonjour. Moi, je me posais la question si le personnel éducateur, enseignant a conscience de cette nécessaire confiance pour leur autorité. Alors, je vais le faire en 2 temps. C'est-à-dire que pour moi, c'était une surprise. La confiance, vraiment, je suis pas du tout partie là-dessus au départ, et donc ça a été une vraie surprise. Et en fait, ça a été une surprise où je me suis sentie un peu idiote parce que les enseignants m'en parlaient en réalité. Donc ça veut dire que c'est pas si nouveau pour eux, c'est relativement évident qu'il faut inspirer confiance à ses élèves, ok ? Et le lien entre autorité et confiance, il est évident parce qu'ils m'en ont parlé. Et pour eux, c'est évident que c'est plus facile quand on a la confiance des élèves. C'est beaucoup plus facile de faire autorité. Ça se passe de manière beaucoup plus fluide et beaucoup moins coûteuse. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. C'est pas une nouveauté pour les enseignants. C'est une intuition qui est très fondée, très assise. Par contre, comment ça naît la confiance et pourquoi la confiance, elle facilite la relation d'autorité, ça c'est un impensé. Donc en termes de prise de conscience, je dirais que les effets, ils les repèrent et ils en ont vraiment pour eux, enfin c'était même pas la peine de faire une thèse, quoi. Si c'est pour dire ça, on le sait déjà. Mais comment ça se construit et du coup comment on peut le travailler et puis comment ça se fait que quand il y a de la confiance, c'est plus facile l'autorité, le mécanisme relationnel qui est là-dessous. Par contre, c'est un impensé chez les enseignants. Voilà. Merci. J'avais peut-être une question complémentaire sur l'âge, parce que dans la thèse, c'était des élèves de cycle 3, enfin c'était dans le contexte cycle 3. Est-ce qu'il y a des travaux qui existent pour des âges inférieurs ou supérieurs dans la même perspective ? Sur la confiance, en fait, il existe très peu de travaux sur la confiance des élèves envers leurs enseignants. Est-ce qu'on a une idée si ça changerait vraiment les choses ou... Alors sans doute. Moi, je répondrai intuitivement parce que j'ai pas exploré d'autres âges. Il y a une confiance qui est plus spontanée chez les plus petits. Parce que il y a plus de besoins de faire confiance. En fait, plus ils sont petits, plus ils ont besoin de l'adulte. Et donc l'adulte qui répond aux besoins vitaux, j'ai envie de dire, de l'enfant fait plus facilement confiance. C'est moins le cas plus on augmente en âge. Mais il y a des travaux, je pense par exemple à Marcelli, Daniel Marcelli, qui est un pédopsychiatre. Lui, il a travaillé sur la confiance. Enfin, il travaille sur l'autorité et il fait du lien avec la confiance. Et lui, il parle vraiment des nourrissons. Et il montre comment en fait il y a une spontanéité à faire confiance du nourrisson ou des très très jeunes enfants envers les figures parentales, qui sont d'ailleurs pas forcément le père ou la mère, parce que en fait c'est une question de survie. Voilà. Et donc cette confiance, elle est comme l'autorité, j'ai envie de dire, elle est donnée un peu de fait quand on est plus jeune. Et puis forcément, comme la confiance, elle est à l'épreuve de l'expérience, c'est-à-dire qu'on peut perdre la confiance et qu'on rationalise de plus en plus, est-ce que la personne, elle est digne de confiance ou pas. Plus on grandit et moins c'est évident, ça. Donc il faut faire plus. C'est la même chose que ce que tu disais tout à l'heure, hein. La relation d'autorité, ça se construit. C'est une démarche personnelle que d'instaurer une relation d'autorité, et c'est pour moi aussi plus les enfants grandissent et plus c'est également une démarche de construction que de se dire je veux inspirer confiance, je vais faire ce qu'il faut pour inspirer confiance. Merci. On n'a pas de questions en ligne, mais on a quand même une réaction disant à quel point tout ça est passionnant. Donc je la relais quand même, cette observation, et je vous passe la parole. Merci. Je vous remercie pour votre intervention, mais je ne sais pas si j'ai raté l'information, mais si j'ai bien compris, vous avez fait votre étude sur le cycle 3. Oui. Mais je me demandais exactement quelle classe vous aviez fait, parce que le cycle 3 est à cheval entre l'école élémentaire et le collège. Et je me demandais s'il y a une différence justement dans la confiance envers les enseignants du collège ou un enseignant qu'on voit toute la journée en école élémentaire. Alors, à l'époque où je l'ai fait, le cycle 3, c'était CE2, CM1, CM2. J'aurais dû le préciser. Ah, d'accord. Parce qu'il y a des réformes, je ne sais pas si vous êtes au courant, dans l'éducation nationale. Et ça en fait partie. Donc, oui, effectivement, mais c'est une bonne remarque, je n'y avais même pas pensé. Non, je n'ai pas interrogé du tout d'enseignants du collège. J'avais des enseignants, donc j'avais 3 enseignants. Je crois que j'en avais un qui faisait CE2, CM2. J'en avais un qui faisait CM1,
CM2 et un qui faisait que CM2. D'autres, effectivement, on a pris l'habitude pour le cycle 3 de cet enjambement. Mais est-ce qu'il y a d'autres interrogations ? Non, peut-être. Oui. Moi, je serais tenté de faire un lien avec les profils d'attachement. Je ne sais pas si John Bowlby, ça vous... Et on a des profils, on a 3 profils majeurs principaux, sécure, insécure et insécure ambivalent et évitant. Est-ce que par rapport à ces profils d'élèves, on a une construction de la confiance qui se différencie et se nuance? Est-ce que quelqu'un qui s'est construit dans son éducation familiale, sa cellule familiale, avec une relation à l'adulte détériorée, abîmée, voilà, et qui, lui, certainement, a restauré de la confiance en l'adulte, forcément, il y a un challenge pour l'enseignant qui, à mon avis, part de plus loin. Contrairement à l'échantillon principal qui, lui, s'est construit de manière sécure dans la relation à l'adulte, où là, j'imagine bien que être loyal, donner des gages, on peut imaginer surfer. Si on met en place ça, on peut imaginer construire une confiance idéale. Mais je pense à l'échantillon plus marginal, mais de ceux qui ont à restaurer une relation de confiance. Bon, il n'y a peut-être pas de réponse là, c'est juste pour poser une question de réflexion ensemble. Est-ce qu'il y aurait des angles à prendre, des précautions je pense à des qualités de patience, de persévérance du côté de l'enseignant pour reconquérir et restaurer quelque chose avec des profils plus délicats. Ok, bon, merci je sais pas beaucoup. si je suis clair. Non, mais si, c'est très clair. Donc j'ai pas pu tout vous présenter, évidemment, ce matin. Avant d'arriver sur les domaines de confiance, et c'est comme ça que j'ai mesuré la confiance dans les cadres, dans les classes que j'ai enquêté. En fait, je me suis intéressée aux déterminants de la confiance, et je montre que la confiance, en fait, elle est constituée. Donc c'est les déterminants, c'est pas les domaines de confiance, ça n'a rien à voir. Elle est constituée de trois déterminants qui sont la confiance rationnelle. C'est ce qu'on va pouvoir calculer, mesurer, en fait. Est-ce que cette personne, elle est digne de confiance ou pas? La confiance qui relève, voilà, de la rationalité, on va dire, d'une forme de calcul un peu. Il y a une forme de foi aussi dans la confiance. Et puis, il y a ce qu'on appelle la confiance généralisée. C'est toutes les expériences autres qui vont qu'on va ramener, en fait, dans la relation qu'on est en train de vivre. Et donc les profils dont vous êtes en train de parler, sécure, insécure, c'est justement ça qui fait que ce déterminant-là, confiance généralisée, il peut être plus ou moins un apport, un ajout pour l'enfant. C'est-à-dire qu'un enfant qui nourrit une confiance généralisée, c'est un enfant qui va avoir tendance à faire relativement plus facilement confiance à un adulte en général. Il amène ses expériences préalables, ce qu'il a acquis de ses expériences préalables, c'est-à-dire la figure de l'adulte est une figure qui peut être digne de confiance ou pas. Et ça, il va l'amener dans la relation qu'il est en train de vivre à l'instant T. Donc ça fait partie, oui, des déterminants du fait que on peut être en confiance ou pas, l'enfant peut être en confiance ou pas. Une fois dit ça, simplement en avoir conscience, je pense que c'est important parce que, et c'est la même chose pour l'autorité, quand tu dis qu'il y a des déterminants qui ne dépendent pas en fait de l'enseignant, c'est important d'en avoir conscience parce que quand ça va pas, quand on a l'impression qu'on fait tout bien et que pourtant, par exemple, on n'arrive pas à instaurer une relation d'autorité avec tel élève ou qu'on n'arrive pas à mettre en confiance tel élève et pourtant on essaye de nourrir son sentiment de reconnaissance, de sécurité, d'appartenance, etc. C'est parce qu'il y a des choses aussi qui ne dépendent pas de l'enseignant, qui sont des choses internes à l'élève et qu'il va... voilà. Donc,
j'ai envie de dire, oui, qu'est-ce qu'on peut faire ? Prendre des précautions. On sait que cet enfant, il a spontanément tendance à se méfier des adultes, donc il va falloir redoubler de tact, redoubler de précautions peut-être, mais sans garantie. Moi, je pense que c'est ça qui est intéressant, important de garder à l'esprit, c'est toujours sans garantie. En fait, on ne peut pas contrôler la confiance d'autrui, parce que déjà, autrui est libre, et aussi et surtout parce qu'autrui a sa propre histoire. Donc on peut faire des choses, mais pas... voilà. Il y a des enfants qui sont insécures de par leur histoire, qui peut venir de la famille, qui peut venir de l'expérience en crèche, qui peut venir d'enseignants au préalable. Et cette confiance-là, qui est la confiance générale, elle est ou non... elle peut être un handicap comme elle peut être un atout pour la relation qui naît. Voilà. Ça ne répond pas concrètement, mais voilà. C'est une prise de conscience qu'il faut avoir. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Oui. Hop. Je vais essayer de passer. Alors bonjour et merci. Étant en formation de CPE, du coup, je m'intéresse aussi à l'aspect du coup familial qu'on a aussi mentionné ce matin dans la première intervention. Est-ce que dans vos observations, peut-être que non, et encore une fois, ce serait peut-être quelque chose à développer, mais il y a aussi un lien avec la confiance, du coup, le sens conféré par la famille à l'école et à la coéducation. Et du coup, est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé ou pas encore, ou pas prévu ? Alors, c'est quelque chose que je n'ai pas interrogé puisque je posais des questions aux enfants uniquement sur leur relation avec leurs enseignants. Donc, et comme ils étaient en petits groupes, ils n'avaient pas cette capacité, enfin cette possibilité de me parler des relations avec leurs parents, par exemple. Donc, effectivement, ce n'est pas apparu dans les discours des élèves. C'est apparu évidemment dans les discours des enseignants. Cette idée, donc je redis, cette idée que la confiance des parents envers l'école, les parents qui confient, je rappelle, leurs enfants à l'école, quand il y a de la confiance des parents envers l'école ou des parents envers l'enseignant, ce qui peut être deux choses totalement différentes, ça va nourrir évidemment la confiance que effectivement l'enfant peut avoir. Ça vient étayer, suppléer, ça va dans le même sens. Inversement, quand les parents n'ont pas confiance et qu'ils le signalent ou qu'ils le signifient dans leurs attitudes, dans leurs échanges, etc., et dans les discours qu'ils peuvent tenir à la maison, évidemment, ça empêche, en tout cas, ça handicape un petit peu la relation entre l'enseignant et l'élève. Pour autant, je n'ai pas concrètement travaillé là-dessus, et vous avez raison, c'est un enjeu de poursuivre en discutant de cette question. Voilà. Concrètement, dans ce que m'ont renvoyé les enseignants, il y a cette idée que c'est important de travailler sur la confiance avec les parents, et donc il y a aussi des choses à faire pour mettre en confiance les parents. Et je reviens aussi aux injonctions, c'est la compétence 12, je crois, coopérer avec les parents. Il y a cette notion de relation de confiance qui devrait s'instaurer. Et donc ça veut dire qu'à la fois par la manière de communiquer, la manière d'être transparent avec eux, de leur montrer qu'on est loyal, qu'on est fiable, tout ça, ça fonctionne aussi avec les parents. Et donc d'imaginer des moyens de communiquer, des dispositifs pour transmettre des informations, des choses comme ça, de les intégrer en fait, pas dans la classe, mais de les intégrer dans la relation, c'est quelque chose qui peut, oui, encore une fois, faciliter la relation de confiance avec les enfants. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu comme l'histoire des profils sécures, insécures. Il y a des familles qui sont dans une attitude de défiance très forte vis-à-vis de l'école, et on ne peut pas transformer ça. Ou très difficilement, on ne fera pas grand-chose. Et puis surtout, c'est une manière d'individualiser. Le problème des parents, c'est pas l'enseignant, parce qu'on peut donner des preuves et des gages comme quoi on est une personne digne de confiance, et c'est chouette parce que pendant un an, ça va bien se passer. Mais le problème des familles, j'ai envie de dire, c'est lorsqu'il y a une défiance institutionnelle, où ça, c'est très difficile et voire impossible à désamorcer.
On peut instaurer une relation de confiance avec une famille ou avec un enfant, et ça sera fait pour cette année-là. La relation de confiance institutionnelle, elle ne dépend pas de nous. Elle dépend des discours politiques, elle dépend de ce que propose et de ce que promet l'école et l'institution, elle dépend de la société, et ça, on n'a pas de prise là-dessus. On ne peut que sauver sa peau, entre guillemets, à échelle du groupe, à échelle locale, quoi. Merci